Bonsoir, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Où que vous soyez, dès que vous vous connectez, vous partagez la vidéo. Nous allons faire un petit live. Rapidement, on sera pas long. Oui, nous allons parler de l'Occident et de la Russie. Nous allons parler des belligérants. On ne dira plus les co-belligérants dans la guerre en Ukraine. On dira les belligérants. Et je vais vous prouver dans cette vidéo, pour ceux qui disent souvent, pourquoi la Russie, avec son armada militaire, n'arrive toujours pas de finir avec la petite armée ukrainienne. Je vais vous dire, je vais vous démontrer par A plus B dans cette vidéo, que la Russie a battu l'Ukraine en une semaine, premièrement. La Russie a battu l'Occident une première fois. Elle l'a battu une deuxième fois. Elle a même battu une troisième fois. Et nous nous apprêtons à assister à une quatrième victoire des armées russes face aux Occidentaux. Parce que les États-Unis ont décidé de prolonger le supplice des Ukrainiens. Ils ont décidé aujourd'hui de prolonger la souffrance des Ukrainiens. Et ils se foutent de la gueule des Européens. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. C'est très important. Vous savez, il y a maintenant quelques mois, depuis d'ailleurs le mois de décembre, d'accord, avant même le mois de décembre, les républicains et les démocrates se déchiraient au niveau de la Chambre des représentants pour approuver les 61 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. Parce que ils ont fait une défaite, une deuxième défaite, une troisième défaite. Et donc, ils se donnaient le temps de réfléchir et de comprendre réellement qu'est-ce qu'il faut faire dorénavant. Et donc, ça a été voté aujourd'hui. Les 61 milliards ont été votés aujourd'hui au niveau du Congrès. N'est-ce pas? Il reste le Sénat qui va rapidement adopter cela rapidement. Et puis, M. Joe Biden va promulguer. Et puis, ils vont commencer à livrer des armes à l'Ukraine. Mesdames et messieurs, pourquoi je vous dis que la Russie risque encore de l'emporter face aux Occidentaux? Vous savez, dès les premières semaines du conflit russo-ukrainien, dès les premières semaines, la Russie a neutralisé complètement l'Ukraine. Complètement. Il n'y avait plus rien de restait. Base militaire, tout. La Russie a neutralisé l'Ukraine. Ça n'a même pas pris une semaine. Et quand les Américains et leurs alliés ont compris réellement que la Russie n'allait pas se limiter là, ils sont entrés dans la danse. Ils étaient déjà dans la danse. Ils avaient déjà des armes sur le terrain. Mais tout a été neutralisé au bout de quelques jours, dès le début. Ils se sont érigés en mur derrière l'Ukraine. Ils ont été battus. La première fois, ils ont été battus. Et la Russie est entrée même dans les tréfonds de l'Ukraine. Ils sont venus avec des armes occidentales, avec des instructeurs, avec tout ce qu'ils avaient à l'époque, dans les années 2022. Ils sont venus avec tout. Et ils ont repris quelques coins, quelques villages, quelques villes. C'est pourquoi vous entendez parler, telle ville, la Russie avait récupéré telle ville dès les premières heures, et puis l'Ukraine a repris. C'était les Occidentaux. Vous comprenez? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir effectué tout ce combat, la Russie a changé alors de tactique. Elle a repris les mêmes coins, des mains dorénavant des Occidentaux. Non pas des Ukrainiens, mais des Occidentaux. Il y a eu beaucoup de disparus, beaucoup de morts. Ça a frappé dans tous les sens. Ça a été la deuxième défaite des Occidentaux. Et comme ils ont compris que tout ce qu'ils envoyaient, parce que pour eux, c'était quelque chose qui devait se terminer rapidement. Comme Joe Biden lui-même, il a dit qu'il ne pensait pas que ça pouvait prendre une semaine. Parce que pour lui, ils allaient régler ça rapidement. Ils ont envoyé des armes légères occidentales. Ça n'a pas changé grand-chose. Ils ont vu du lourd en face. Et ils ont envoyé du lourd qui était dans leur stock. Cela
n'a pas fait grande différence sur le terrain. Et quand les responsables russes ont compris que l'Occident était vraiment dans la danse, était mis véritablement sur son pied, les responsables russes ont démarré, n'est-ce pas, l'industrie militaire russe. Ils ont mis du pognon dedans. Et donc, c'est devenu une véritable guerre entre l'Occident et la Russie. Nous avons assisté à des conférences à Bruxelles, à des conférences à Finlande, à des conférences où encore, où les sommes faramineuses étaient votées. Des centaines de milliards de dollars du côté américain, du côté européen, pour acheter des armes et des munitions. Mais puisque la Russie avait déjà redémarré ses usines militaires, ils ont préparé la contre-offensive. Parce que la Russie était maître sur le terrain. Ils ont préparé la contre-offensive. Parce que l'Ukraine n'avait plus de munitions, n'avait absolument plus rien. Après la défaite lourde à Bakhmut, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. Il n'y avait plus de soldats. Donc, ça a été une troisième défaite face à l'armée russe. Il n'y avait plus de soldats, il n'y en avait plus de munitions. Ils ont envoyé des jeunes Ukrainiens partout, dans tous les grands pays d'Europe, aussi aux États-Unis, pour les former. Ils ont envoyé en Grande-Bretagne, ils ont envoyé en France, ils ont envoyé aux États-Unis, ils ont envoyé au Danemark, ils ont envoyé en Hollande. Ils ont envoyé partout pour les former. À la hâte. Et après quelques 6 mois de formation, on les a envoyés. Les États-Unis ont envoyé des armes. Donc c'était alors la somme de tout ce qui a été du côté occidental pour lancer la contre-offensive. C'était la troisième bataille. Je suis en train de vous faire le récapitulatif des victoires russes et des défaites occidentales sur le terrain. C'était alors la préparation de la troisième bataille entre la Russie et l'Occident. Monsieur Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, nous a dit que l'Ukraine a suffisamment d'armes maintenant pour mener à bien sa contre-offensive. Les généraux sur les plateaux de télévision en France, en Allemagne, ont tous dit que l'Ukraine avait suffisamment. Même le secrétaire, n'est-ce pas, à la défense, M. Lloyd Austin, à la défense américaine, a dit que l'Ukraine avait suffisamment d'armes. Pour ne pas dire, nous avons suffisamment d'armes, ou nous avons mis suffisamment d'armes à la disposition, n'est-ce pas, de l'Ukraine, mais aussi de la Légion internationale qui se trouve sur le terrain en Ukraine, afin de repousser les Russes. C'est en ce moment, le terme dérussification de l'Ukraine est apparu. Dans la contre-offensive, nous allons dérussifier l'Ukraine. Mais parmi eux, il y en a eu quelques-uns, saints d'esprit, qui ont tiré la sonnette d'alarme. En disant quoi? En disant, attention, attention, attention. Nous sommes en train de faire une erreur monumentale. Parce que pendant que nous nous préparions, pendant que nous rassemblions les armes et les chars, parce que l'Ukraine avait demandé, je crois bien plus de 500 et quelques chars, ils en ont trouvé 150. Il y en a quelques-uns qui disaient, attention, pendant que nous prenions le temps, la Russie prenait alors, se préparait sur le terrain, avec des fortifications, des tanks, n'est-ce pas, creusait, posait des mines. La Russie se préparait au niveau des lignes, elle se préparait. Et c'est en ce moment. Monsieur Zalouzny, Valéry Zalouzny, qui est aujourd'hui ambassadeur plénipotentiaire de l'Ukraine, n'est-ce pas, auprès du Royaume-Uni, parce que M. Zelensky l'a envoyé là-bas, il travaillait avec les généraux occidentaux pour tracer les plans de la contre-offensive. Il n'a pas fait tout seul. C'était la troisième bataille, la contre-offensive. Ça a été tracé, ça a été discuté par les hauts officiers américains, hauts officiers européens, issus même de l'OTAN. Ça a été, c'est-à-dire, les plans ont été tracés par les véritables responsables de l'OTAN. Parce que c'est cette contre-offensive qui devait mettre la Russie à genoux. C'était la troisième bataille. Et c'était la bataille la plus attendue du côté occidental. Parce que c'est-à-dire, on croyait dur comme fer à la victoire pendant, n'est-ce pas, la contre-offensive. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Déroute totale. La contre-offensive n'avait même pas commencé, elle était finie. Elle était finie. Rapidement, ils se sont rendus compte que tout ce qu'ils avaient préparé, c'est-à-dire tout ce qu'ils avaient tracé comme plan, pendant qu'eux-mêmes ils traçaient les plans, il y avait déjà des responsables russes autour de la table avec eux. Parce que quand je dis responsables russes, il y en avait déjà des gens avec eux qui donnaient les informations à la Russie. Je ne me rends pas compte. C'est après, plus tard, eux-mêmes, ils se sont rendus compte que oui, avant même que la contre-offensive ne soit lancée, la Russie avait déjà le plan. L'état-major russe avait déjà le plan de la contre-offensive. Comment elle a fait pour l'avoir?
La guerre, c'est la guerre. La contre-offensive a été lancée. Après donc, déblocage, encore des milliards de dollars. Des chars Abrams. Des systèmes anti-défense aériens. Des léopards américains. Des challengers britanniques. Des obus. Parce que je ne pense pas que la France a accepté de donner des chars Leclerc. Des véhicules blindés français. Plus tard, les Ukrainiens diront que les véhicules blindés, même français, que ce n'étaient pas des véhicules blindés. Eux, ils ont été inutiles. Les Ukrainiens eux-mêmes, ils se sont mis à critiquer les véhicules que la France avait envoyés. Les obus ont été donnés, tout a été donné pour la réussite de cette contre-offensive. Et pendant ce temps, Vladimir Poutine a dit quoi? Il a dit en 2023, parce que ça sera en 2022, il a dit en 2023, nous allons produire plus de chars, plus de munitions que l'Occident réuni ne peut produire et fournir à l'Ukraine. L'Occident réuni ne peut produire et fournir à l'Ukraine. Et quand ça a commencé la contre-offensive, pendant que eux, ils tiraient les 5 000, les 6 000, les 10 000 obus, la Russie de son côté tirait dans les bandes de 30 000, 35 000. Chaque jour. Je ne vous parle pas de moi, c'est chaque jour. Alors ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une erreur monumentale. Mais puisque il y a de l'orgueil surdimensionné qui remplit leur cœur, leur poitrine, ils se disent non, on ne peut pas, on est allé très loin pour maintenant reculer. Parce que si on recule, c'est le monde entier qui nous regarde. Donc, ils ont échoué. Et ça a été une victoire pour la Russie. Troisième victoire pour la Russie. Parce que dites-moi, vous, qui dites souvent, oh non, pourquoi la Russie n'arrive pas à finir rapidement avec la petite armée ukrainienne? Je vous pose la question. Je vous pose la question. Avant la contre-offensive, avant que les Occidentaux ne préparent la contre-offensive, avant cela, comment était l'Ukraine? Mais l'Ukraine était à bout. Il n'y en avait plus rien en face. Il n'y en avait plus rien. C'est-à-dire, je parle juste après la bataille de Bakhmut. Parce que la contre-offensive, c'est après la défaite, n'est-ce pas, les Occidentaux face aux hommes de Prigogine à Bakhmut. Après la défaite à Bakhmut. L'Ukraine, c'était quoi? Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus d'armes. Il n'y avait plus de soldats. Il n'y avait plus rien. Et donc, si on restait juste là, sans aide de l'Occident, sans formation d'autres soldats, sans déblocage, n'est-ce pas, des centaines de milliards encore, sans donner des charges, sans rien, sans fourniture, ni rien. Pensez-vous qu'on parlerait aujourd'hui encore de cette situation-là? Je ne vous parle même pas des premières semaines. Non, on ne parlera plus. C'est pourquoi les Russes disent, nous faisons face aux Occidentaux. Et maintenant, après la désillusion déconvenue de la contre-offensive, partagez la vidéo, on a retardé le vote des 61 milliards de dollars. Aujourd'hui, ça a été voté. 61 milliards de dollars. Mais les USA pensent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Personne n'est dupe. 61 milliards de dollars. Quelque chose de 50 et quelques milliards d'euros. Mais, je vous dis, les 61 milliards de dollars, il n'y a aucune arme française qui sera achetée pour donner aux Ukrainiens. Il n'y a aucune arme allemande qui sera achetée pour donner aux Ukrainiens. Il n'y a aucune arme belge, hollandaise, italienne, espagnole qui sera achetée pour donner aux Ukrainiens. Je veux dire quoi? Il n'y a aucune arme d'un autre pays de l'OTAN qui sera achetée pour donner à l'Ukraine. L'argent là, les 61 milliards là, ce sont des armes américaines. Les munitions américaines qui seront livrées à l'Ukraine. C'est l'Amérique qui débloque l'argent. Elle achète son arme. Vous comprenez? Vous comprenez? L'argent reste aux États-Unis. Un franc ne va sortir des États-Unis pour entrer dans la caisse d'un de ses alliés pour acheter des munitions. Tout reste aux États-Unis. Oh, les Américains, ils sont trop forts. Tout reste aux États-Unis. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui va se passer par après? Il sera imposé sur les autres alliés. La France, l'Allemagne, les autres alliés européens, mais aussi ailleurs en Asie, parce qu'il y a le Japon, il y a la Corée du Sud, il y a l'Australie, machin, tout ça là. Il sera imposé sur ces autres pays de fournir également, ne serait-ce que les 1/3 ou les 1/4 des 61 milliards, parce qu'ils sont les plus gros fournisseurs. Donc il sera imposé aux autres un certain nombre de quotas pour donner à l'Ukraine. Mais puisque les autres ne sont pas des fabricants d'armes comme eux, alors on va les inciter à acheter des armes américaines. Parce qu'on dira à M. Zelensky, d'abord, eux, ils ont saboté tout ce que la France a envoyé.
Ils ont saboté ce que l'Allemagne a envoyé. Et d'ailleurs, vous devez savoir que ce qui est utilisé par l'armée allemande, l'armée des autres pays européens, naturellement les alliés des États-Unis, mais c'est acheté dans l'industrie militaire américaine. L'argent sort des caisses des États européens pour acheter des armes américaines. L'argent alors entre dans la caisse américaine et on envoie ces armes en Ukraine. On dit aux Allemands, remplacez vos F-16 par les F-35. On dit aux Roumains, remplacez. On dit aux Polonais, remplacez. On dit aux Italiens, remplacez. Ce que vous avez, c'est pas bon. Remplacez. Nous avons conçu F-35. Vous n'avez pas d'argent, pas de souci. Vous pouvez vous endetter, vous achetez, vous payez dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. C'est pas grave. C'est l'Amérique qui donne. C'est la dette. Donc, les pays européens sont pris jusqu'ici par l'Amérique. On envoie en Ukraine. Vous avez vu le discours du secrétaire général c'est-à-dire le chef de la diplomatie américaine, M. Anthony Blinken. Il a dit, finalement, ce qu'on est en train de faire, c'est une bonne affaire pour les industries américaines. Ça crée de l'emploi. Parce que tout ce qui est décidé, l'argent s'arrête ici, ça crée de l'emploi, et on continue de faire. L'argent entre dans la caisse de l'État américain. Cela devrait, dans les conditions normales, mettre la puce dans les oreilles des pays occidentaux. Mais puisque eux aussi, c'est comme si c'est des responsables envoûtés. D'accord? Ils peuvent pas. C'est des gens qui sont envoûtés par les États-Unis. Tu peux pas. Vous comprenez? C'est comme si on leur a fait du maraboutage, du fétichisme, au fait. Ils peuvent pas. Ils sortent de là, ils tremblotent, au fait. Ils peuvent pas aller nulle part. Vous comprenez? Alors, on s'apprête à la quatrième guerre. Après le vote alors des 61 milliards de dollars. Et vous devez savoir, encore que, il y a un certain nombre de milliards votés pour Taïwan. Parce que, ils veulent encore créer un autre événement en Chine. Ils sont en train d'endetter aussi Taïwan. Ils sont en train d'acheter Taïwan. Parce que là, on a fini d'acheter l'Ukraine. Ils sont en train d'acheter Taïwan. Il y a aussi un certain nombre de milliards votés, je crois bien 26 milliards votés pour l'Israël. Pour aider l'Israël. Maintenant, dans tout ça, les mêmes qui votent pour l'Ukraine des milliards, les mêmes qui votent les milliards pour l'Ukraine, pour Israël, les mêmes qui votent les milliards pour Taïwan, les mêmes qui votent les milliards pour quoi encore, je sais pas, Philippines, quelque chose comme ça, les mêmes nous disent de croire en eux. Mais tous ces pays-là, n'est-ce pas, ce sont des pays en guerre. Alors nous, les gens du Sud, comme on nous appelle, le Sud global, on se pose bien la question de savoir. Il y a la guerre au Congo, Congo-RDC. Il y a la guerre là-bas. Le monde entier est au courant de cela. Le Congrès américain a voté combien de milliards pour le Congo? Parce que le vote a été effectué aujourd'hui. Il y a des rebelles au Congo qui s'attaquent aux citoyens nobles congolais. Pourtant, Congo, c'est un pays en guerre. Ça fait plus de combien d'années? Près maintenant de 30 ans. Il y en a là-bas. Il y avait même une mission onusienne. Les États-Unis, le Congrès américain ne nous dira pas qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe au Congo. Ou bien, les habitants du Congo, ce sont des brouillons. Ce n'est pas des êtres humains. Ce sont des animaux. Le Congrès américain a voté combien pour le Burkina Faso? Vous ne me direz pas que le Congo, le Congrès américain n'est pas au courant de la guerre au Burkina Faso. Le Congrès a voté combien pour le Mali? Le Congrès a voté combien pour le Niger? Le Congrès a voté combien pour la Libye? Le Congrès américain a voté combien pour un certain nombre de pays sud-américains là-bas? Parce que là-bas aussi, il y a la guerre. Là-bas, il y a des divisions, il y a de la guerre. Ça tue. Ou bien ces pays ne font pas partie du projet du Congrès américain. Mesdames et messieurs, vous savez, en réalité, ces gens ne font pas la guerre pour la stabilité du monde. Ils ne font pas la guerre pour ce qu'ils appellent la démocratie. Ils font la guerre pour leur propre intérêt. C'est une guerre d'intérêt. Guerre d'intérêt. Vous imaginez? Même 1 milliard de dollars n'a pas été voté pour le Congo. 1 milliard de dollars n'a pas été voté. Même demi-milliard n'a pas été voté pour le Congo. Encore moins pour, n'est-ce pas, le Mali, le Niger, le Burkina, ou pour la Libye, ou le Soudan ou le Tchad. Pourtant, ces pays sont en guerre. Ou la Somalie. Aucun milliard. C'est pour venir nous remplir la tête avec des discours. Non? Nous sommes avec vous. Vous devez rester avec nous. Le Sud global, nous avons besoin de votre opinion. Ça ne marchera pas comme ça. J'allais oublier. Haïti. Merci de me rappeler. Centrafrique. Tous ces pays.
Combien de milliards le Congrès américain a voté? Aucun. Aucun. Alors, c'est la quatrième guerre que les États-Unis préparent maintenant pour la Russie. Parce qu'ils ont dit, j'ai entendu quelques officiers témoigner dans l'anonymat qui ont dit, c'est voté, les 61 milliards sont votés, et puis la semaine qui suit là, nous allons commencer à fournir des armes à l'Ukraine. La question qu'il faille se poser à ce niveau, qu'est-ce que ça va changer sur le terrain? Ça ne va rien changer. Rien. Je vous ai dit, même si vous venez à voter 1000 milliards pour acheter des armes contre l'Ukraine, contre la Russie, ça ne va absolument rien changer. Et je vois M. Zelensky content, parce qu'on a voté cet argent. Je dis, ah, oui, c'est vrai, parce que ça, toi, ça te fait du plaisir. Tu penses que tu as réussi. Mais en réalité, tu es en train de ramasser des défaites. La victoire écrasante pour M. Zelensky, la victoire qu'il aura alors reçue en tant que président à la tête, n'est-ce pas, de l'Ukraine, vous savez, ça sera quelle victoire? Ce qu'il doit faire pour gagner, c'est d'entraîner le bloc occidental face à la Russie, de les entraîner. Que ça soit face à face. Ça sera la victoire écrasante de Zelensky. C'est-à-dire, le jour qu'il va réussir à faire cela, il va laver la main. Mais en tant que c'est l'argent qui est voté pour lui donner, en tant que c'est les matériels militaires qui sont envoyés sur le terrain, il ne connaîtra jamais la paix, il ne connaîtra jamais la victoire. Parce que ceux qui sont en train de voter ça là, ils savent pourquoi ils le font. Ils ne le font pas pour la victoire. Ils savent de toutes les façons qu'il n'y aura pas de victoire face à la Russie. Ça, ils le savent. On le vend le rêve, on le ment, et il avale. 61 milliards de dollars. Dans une année, nous sommes 2024, non? Mois d'avril 2024. D'ici décembre 2024, vous allez entendre autre chose. Parce que c'est comme ça, on a rempli les oreilles des faibles d'esprit pour dire la contre-offensive, ça va réussir. Nous allons mettre la Russie à genoux, la contre-offensive. 3 mois plus tard, c'est fini. On dit non, ça a été du débat, ça a été de la désillusion. Maintenant, d'ici le mois de décembre, là, vous allez entendre autre version encore. Et ça sera très difficile. Parce que si le Congrès doit revenir encore voter 200 milliards, ça sera chaud. Et d'ailleurs, rien n'est garanti que ceux qui sont en train aujourd'hui de voter ces 60 milliards, ou bien ceux qui ont voté ces 60 milliards, seront aux affaires après le mois de novembre. Parce que vous savez, les élections présidentielles aux États-Unis. Voilà. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, voici ces quelques lignes que j'ai voulu développer pour vous, pour que vous puissiez comprendre, et pour les plus sceptiques encore qui disent, ah non, la Russie n'arrive même pas, la Russie ne fait pas face à l'Ukraine. L'Ukraine a été battue depuis les premières heures. La Russie a battu l'Occident une première fois, a battu l'Occident une deuxième fois, a battu l'Occident une troisième fois, en mettant l'Occident, n'est-ce pas, et sa contre-offensive en échec. Et donc, l'Occident se prépare, se remobilise encore pour une quatrième, c'est-à-dire pour un quatrième affrontement. Parce que les 61 milliards, plus les 50 milliards d'euros qui sont répartis sur 4 ans ou 5 ans au niveau européen, et ça c'est de la mobilisation. On nous a parlé encore de la loi de mobilisation pour former des soldats ukrainiens, n'est-ce pas? Ça a été adopté au niveau de l'Assemblée ukrainienne. Donc 61 milliards venus, ils vont former des nouveaux recrues, d'accord? Et puis qui iront sur le terrain, et puis après, d'ici 3 mois, 4 mois, 6 mois, ils vont sortir encore une autre version. Ils diront, ah non, et voilà, avant même qu'on ne commence, la Russie avait déjà le plan. Mais moi je vous dis, je vous préviens cette fois-ci, vous avez l'expérience de la contre-offensive, l'échec de la contre-offensive. Le plan a été tracé. Vous avez dit qu'avant même que la contre-offensive ne commence, la Russie avait déjà le plan de la contre-offensive. Cette fois-ci, le plan que vous allez tracer, faites en sorte que ça ne tombe, n'est-ce pas, des mains russes avant même que vous ne commencez l'opération. Parce que après, ça sera de la rigolade. Et ceux qui vous donnent de l'argent, ceux qui vous donnent des matériels, les populations dans ces différents pays, certainement vont se révolter pour dire, bah, écoutez, vous nous prenez pour des clowns. C'est notre argent que vous prenez pour envoyer là-bas. Même si c'est des armes, c'est nous qui achetons, c'est le contribuable américain. Et nous avons des problèmes ici. Nous avons des SDF dehors. D'accord? Nous avons des drogués, nous avons des malades, nous avons des obèses. Nous avons tas de problèmes aux États-Unis. Mais malgré tout ça, nous fermons les yeux, nous vous envoyons notre argent. Vous ne parvenez pas à mettre la Russie à genoux. Ben, ça suffit quoi. On en a marre. N'est-ce pas? Et ils vont certainement vous faire savoir leur ras-le-bol. Eh bien, ils ont raison de toutes les façons. Donc, chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. J'ai voulu vous faire ce live-là ce soir. Merci beaucoup. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Occidentaux, européens, surtout, réveillez-vous. Sinon, les Américains, aujourd'hui, ils marchent sur vous, hein, mais ils vont dormir sur vous demain.